Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être. Et aujourd'hui, on est parti pour un nouvel épisode avec des invités. Je ne vais pas tergiverser sur cette intro. On va discuter de prévention des blessures, comment ne pas se blesser, avec trois spécialistes du domaine, kiné, ostéo, qui vont venir, trois beaux spécialistes un peu répartis dans toute la France, sans attendre. Sans plus attendre, je vais les accueillir sur ce podcast et vous les présenter tout de suite. C'est parti. Alors on est reparti du coup pour l'épisode avec cette fois-ci mes trois invités qui sont Charlotte, Corentin et Romain qui sont sur cet épisode avec nous, chacun spécialisé dans leur domaine. On a des profils variés dans l'interview du jour. On a Charlotte qui est ostéo sur Lyon. On a Corentin qui est kiné du sport sur Strasbourg. Et Romain qui naît sur Paris. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu à l'échelle de, bien sûr, de la compréhension du podcast, parce que si vous commencez à nous donner des formations précises, les gens ils vont rien comprendre. Euh, co- on va commencer par Romain, et je donne un petit exemple. Il est spécialisé dans le... Alors, si je suis Doctolib, dans les troubles musculo-squelettiques. Qu'est-ce que c'est tout ça, Romain? Les troubles musculo... Bonjour à tous, moi c'est Romain, donc je suis kiné depuis 10 ans. Les troubles musculo-squelettiques, c'est des pathologies qui peuvent survenir au travail ou durant des activités sportives et qui vont mettre sous tension nos structures, nos différents tissus, nos muscles, nos tendons, nos articulations, notre cartilage. Donc justement, il faut essayer de préserver notre capital articulaire au travers des années, au travers des décennies, pour durer le plus longtemps, en tant que, je dirais, personne fonctionnelle dans la vie de tous les jours, mais aussi en tant que sportif. Donc c'est important de comprendre comment le corps bouge, quelles sont ses limites, est-ce qu'on peut les repousser. Et voilà, donc du coup, j'essaye d'aider les gens. Ils viennent me voir avec des douleurs lombaires, des douleurs cervicales, des douleurs d'épaule. Donc j'essaie de les accompagner pour aller mieux Ok. dans leur quotidien. Et en Ouais. fonction de leurs demandes, voilà, sportives ou même simplement fonctionnelles, quoi. Ok. Et à côté de ça, du coup, tu fais du sport. Ouais, je fais de la muscu Du sport, depuis hein. 12 ans. Non, je rigole. C'est un sport, c'est un sport. Ouais, de la muscu depuis pas mal d'années et j'adore ce sport parce que c'est un dépassement de soi, c'est une quête, hein, c'est une quête. On pense être fait pour un mouvement. Il faut s'adapter au matériel qu'on utilise, à la machine. On se blesse, on comprend, on réapprend, on échoue, etc. C'est vraiment un cheminement, je pense, la musculation, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se blessent. Ils prennent pour acquis les prérequis articulaires qu'ils ont. Euh, des fois ça passe, des fois ça casse. Quand ça casse, c'est pas dramatique. Il faut juste se remettre en question, c'est ça en fait. Hmm. Être patient, incrémenter modérément et pas hésiter à faire appel à quelqu'un, que ce soit un coach, que ce soit un kiné pour atteindre ses objectifs, quoi. Moi, je suis partisan du fait qu'il faut bien s'entourer pour progresser, pour atteindre ses objectifs. On peut y arriver seul, en autodidacte. Il y a des super sources aujourd'hui, mais il faut pas hésiter à demander de l'aide. Voilà, c'est pas une honte. Le plus important, c'est d'avancer, quoi, d'essayer de se sortir d'une Ouais. d'une douleur, tout ça, quoi. Et c'est une chose qu'on fait nous-mêmes au final, puisqu'on est tous suivis par quelqu'un ici. C'est ironique, mais C'est ça. actuellement, on est tous suivis par quelqu'un à l'intérieur de cet appel. C'est C'est les poupées russes. Moi, je suis suivi par Julien, qui est suivi par Corentin, ouais, c'est ça. et Charlotte va bientôt nous suivre. C'est Exactement. ça. Et sportivement, d'ailleurs, aussi, on est varié aujourd'hui sur cette discussion qu'on a, sur cette interview, puisque on a tous un sport aussi qui est... Alors non, c'est vrai, Romain et moi, c'est le même. Mais pour le reste de l'équipe, c'est différent. Je vais continuer avec Charlotte. Charlotte, du coup, tu es ostéo sur Lyon, et ton sport, c'est du CrossFit, donc différent. Et Exactement. c'est Ouais, quoi moi, tes je suis aussi spécialisations? depuis 8 ans. Je fais, bon, je travaille principalement avec du sportif dans ma patientèle, puisque c'est 90% de patients sportifs. J'ai la chance de travailler au sein d'un cabinet avec 4 kinés du sport.
Et on met en place vraiment une collaboration qui est importante entre nous. On fait beaucoup d'échanges de patientèle et de conseils pour accompagner les patients, parce que c'est ce qui nous tient à cœur au sein du cabinet. Et du coup, après, je me suis formée, je suis devenue coach sportive il y a 2 ans. Et puis là, récemment, je me forme aussi sur la posturo et je travaille un petit peu dans les neurosciences à côté. Je suis curieuse, donc j'aime bien aller chercher les infos quand je les ai pas pour pouvoir aider au mieux mes patients par la suite. Et puis en effet, crossfiteuse, ce sport qui est des fois un peu pointé du doigt pour nos techniques qui Ah peuvent oui. être étonnantes, mais qui sont pourtant fonctionnelles et qui finalement demandent beaucoup de renfort et de stabilité musculaire. Mais bon, ça, il faut pouvoir le voir, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir comprendre en tant que crossfitter, et ça c'est important, c'est le crossfitter lui-même qui doit comprendre qu'il doit se renforcer avant d'être amené à faire des mouvements avec de la vélocité. Et ça, Waouh. Ça, c'est quelque j'aimerais chose. bien l'enregistrer. Je vais le mettre sur Ouais. Insta, ça. Parce que, franchement, respect déjà, parce qu'il faut faut faire preuve d'humilité. Parce que c'est pas un truc qui est souvent avoué, ça. Hein. Ah non, c'est vrai, mais je pense que c'est important. Chaque crossfitter va passer par un moment dans son parcours d'athlète par une blessure. Hmm. Et en fait, je pense que le cheminement se fait ensuite de lui-même, de comprendre que si on n'a pas le muscle qui va maintenir notre structure, et donc ça passe essentiellement par le renfort musculaire pur, par la musculation. En fait, si j'y rajoute une contrainte de vitesse avec le keeping, avec le butterfly, bah, si mon muscle il n'a pas la capacité de recevoir la vitesse, ça va être compliqué, il va forcément se léser. Et c'est ce qu'on voit, hein, des tendinopathies, à répétition chez le crossfitter, des luxations d'épaule. Alors moi, dans ma salle, j'en vois régulièrement. Donc maintenant, j'essaye de sensibiliser en tout cas mes patients là-dessus au maximum parce que je trouve que c'est important et que le but de faire du sport, c'est de se faire plaisir et non de se blesser. C'est vrai. C'est vrai. C'est clair. Tu vois souvent des luxations, Charlotte, en salle de CrossFit? Ouais, Ça j'en ai t'arrive des déjà fois? vu. Ouais. Ah ouais. L'année dernière, j'en ai vu 2 dans l'année déjà devant moi. Sur des Donc, arrachés ou des trucs comme ça? Ouais. ouais, bah, Ouais. c'est essentiellement sur de l'arraché. Ok. Souvent parce que, en fait, il y a deux possibilités. Soit c'est trop de stabilité, une trop grosse raideur, et du coup, bah, ça finit par luxer avec le poids de la barre. Soit au Ah contraire, oui. une instabilité. Et du coup, bah, il n'y a pas de contrôle moteur. Donc, si j'ai Mhm. pas de contrôle moteur, bah, forcément, pareil, ça finit par lâcher. Donc, Mhm. Ok. on va pas se mentir, le crossfitter a quand même un peu d'ego et a tendance à vouloir charger un peu vite ses barres. Ouais. Je Oui, m'inclus c'est vrai. dedans, hein. Ouais. Tout le monde dans les sports de force, Ouais. on a cette aspiration d'aller vite. Après, les blessures nous font nous rendre compte qu'il faut qu'on lève le pied et qu'on soit humble. Et voilà. Et quand on se prend plusieurs cartouches, au bout d'un moment, on se dit, bon, bah, je vais vraiment y aller mollo. Hmm. C'est clair. Sauf si vraiment on a un mouvement qui est adapté pour nous, on peut essayer d'envoyer un peu, mais je pense que même à un certain niveau, tu arrives sur un plateau, quoi. Enfin, Ouais, il faut À pas partir du carrément. déconner, quoi. moment où tu es un challenger dans tous ces sports de force, oui, je pense que c'est le cas. Hein. Si on Ouais, parle de musculation, c'est trop général. Il y a des gens, ils s'entraînent pas avec forcément la même intensité, les mêmes objectifs que bah, du bodybuilding. Ça, c'est autre chose. Mm. Mm. Et Ouais. du coup, on va terminer avec Corentin, notre dernière personne à présenter dans l'interview, qui a fait du CrossFit aussi. Si je me trompe pas, oui. Tu es passé par là. Ouais, je suis passé par là, effectivement. Donc déjà, bah, merci pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Et effectivement, moi je suis kiné du sport sur Strasbourg. Donc dans le jeu des poupées russes, je m'occupe de Julien en soins, euh, que j'ai rencontré du coup au sein du cabinet. Moi j'ai fait du CrossFit effectivement aussi, mais je me suis maintenant tourné vraiment sur les sports d'endurance, donc course à pied, vélo essentiellement. Non pas par blessure, mais parce que justement, j'avais cette notion d'ego et que je me disais, bon, il y a un moment, ça risque de casser et que notre outil de travail, c'est aussi notre corps. Donc, c'était bien d'être à 100% pour les patients. À côté de ça, donc, comme dit, je suis kiné du sport et je m'occupe d'une petite fédération où est-ce que on peut travailler tranquillement, qui s'appelle le Floorball, donc l'équipe de France que je vous invite à
à suivre parce que pour l'instant, c'est très peu connu, très peu connu chez nous. Et à côté, je me suis formé à tout ce qui est optimisation du mouvement et performance. Du coup, je travaille essentiellement sur de la programmation, mais pour enfin, du côté kiné, non pas en coaching, parce que je rejoins complètement Romain qui disait que on a besoin d'être entouré, mais je pense qu'aussi chacun doit être à sa place et que c'est important de ne pas prendre le rôle du coach ou de pas prendre le rôle du prépa physique si on n'a pas la casquette. Donc voilà, l'idée, c'est d'essayer d'accompagner au mieux mes patients dans la pratique de leur sport, éviter déjà la blessure ou du moins régler la blessure pour laquelle ils nous consultent. Et puis après, c'est de faire beaucoup d'éducation parce que je pense que la blessure, elle passe énormément par l'éducation, de comprendre un petit peu comment ça arrive et de justement apprendre de ses erreurs pour pas les répéter. Et je crois qu'en tant que kiné, c'est notre rôle d'essayer de vous aider à comprendre et ensuite à apprendre à ne plus faire les petites bêtises. Ok. En parlant de bêtises, on se voit dans 2 jours, nous. Je t'attends. Ça marche. Ok, merci beaucoup, Corentin, pour ta présentation. Euh, Aujourd'hui, sur l'épisode, je vais vous faire un peu le topo pour ceux qui écoutent de ce dont on va discuter. Donc, bien sûr, évidemment, on va discuter du sujet principal sur comment se blesser, à quoi ça va ressembler l'épisode. Je vous fais un peu la structure, le sommaire de ce que vous allez retrouver, et si vous voulez accélérer ce podcast, si vous voulez aller directement à la partie qui vous intéresse. Mais je pense que la structure est faite de manière à ce que tout soit logique. Donc, on va discuter effectivement d'abord de qu'est-ce qu'on retrouve comme type de blessure. On en a un peu discuté juste avant avec Charlotte, avec le CrossFit. Est-ce que c'est différent dans les autres sports? On revient là-dessus juste après. Des causes principales, qu'est-ce qu'on va retrouver en termes de blessures, effectivement, et qu'est-ce qu'on peut cibler derrière? En tout cas, ce qu'on retrouve le plus souvent. Les rôles, ensuite, de la préparation. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire peut-être en amont ou qu'est-ce qu'il y a à faire peut-être après? Comment plutôt bien s'entraîner pour éviter effectivement un pépin? Et ensuite, on va discuter un petit peu d'ergonomie et de mise en place, outils, peut-être des mythes. C'est parti? Let's go. Let's Allez, go. let's go. Je vais continuer du coup avec Corentin. Euh, on a discuté un peu des blessures que Charlotte retrouve le plus souvent, du coup, dans sa salle en tout cas. Mais toi, de ton côté, c'est quoi les blessures les plus communes que tu peux retrouver? Alors moi, je travaille, comme dit, pas mal autour des sports co et forcément aussi un petit peu autour du CrossFit. Je pense être relativement d'accord sur les problématiques d'épaule de manière générale chez les sportifs, mais également chez les non-sportifs. On entend souvent que le mal de dos, c'est le mal du siècle. Je pense que les maux d'épaule, ça sera le mal du prochain siècle. En tout cas, on a l'air de tendre vers ça. J'ai l'impression que c'est une partie du corps qui est assez peu travaillée, où les gens en ont même un petit peu peur. Et à l'inverse, pour ceux qui la travaillent, peut-être des fois d'en faire trop ou pas assez bien, je ne sais pas forcément, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on voit vraiment une évolution des problématiques d'épaule un peu sous tous ces angles au cabinet. Et ensuite, ça va être les problématiques un peu plus communes, donc les problèmes de rachis. Donc pour ceux à qui ça parle pas forcément, hein, le rachis, c'est votre colonne vertébrale, c'est votre socle, c'est votre pilier. Donc c'est quand même quelque chose qu'on retrouve régulièrement. Et puis moi, sur des sports co, j'ai beaucoup de chevilles, j'ai beaucoup de genoux au cabinet en réalité. Après, ma pratique aujourd'hui me fait penser que le corps, c'est pas un seul segment, c'est pas une seule articulation, mais c'est bien un ensemble et ça marche toujours par empilement. Et donc, le but du travail, c'est d'essayer de travailler pas qu'une seule zone, mais vraiment le corps dans son entièreté. Hmm. Souvent, on dit qu'une blessure n'est pas forcément là où on le pense. Ben, souvent, en réalité, si elle n'est pas traumatique, moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes patients. C'est-à-dire que si tu n'as pas pris un énorme choc dessus, il y a de fortes chances d'ailleurs que ça soit l'articulation au moins au-dessus ou en dessous qui soit déjà la source du problème. Après, évidemment, faut bilanter, faut tester, mais s'il n'y a pas eu de traumatisme et que c'est venu comme ça de façon un petit peu progressive et latente, il y a quand même de fortes chances que ça déconne ailleurs et qu'effectivement, ça soit des compensations qui sont venues à un moment à leur limite et qui créent de la gêne et de la douleur. Ouais. En ce sens, est-ce que pour toi, pour les autres, ça veut dire un travail du coup de fond qui est long? C'est un travail d'éducation. Je crois que c'est vraiment un travail d'éducation. C'est pas forcément long et je pense que
En France, on a un peu un problème vis-à-vis du corps, c'est que je pense qu'on le voit pas comme une magnifique machine qui est capable de faire plein de choses, mais plutôt comme quelque chose qui nous embête et qui fait mal, quoi. Mm. Donc déjà, on n'a pas forcément, je pense, le bon rapport. Et je pense que pour certains, ça va très très vite. Réellement, je prends ton exemple, voilà, t'es pratiquant, t'es sportif. En très peu de séances, tu as vu qu'on avait pu évoluer. Évidemment, je peux pas me permettre de travailler comme j'ai travaillé avec toi avec d'autres patients qui, par exemple, n'ont pas de notion de force, qui ont jamais soulevé une haltère ou même une bouteille d'eau à la maison, hein. On n'est pas obligé d'avoir des haltères. Donc forcément, l'éducation, elle sera plus longue, elle sera plus lente, mais je crois que tout le monde est capable d'apprendre et je crois que tout le monde mérite, en tout cas, de comprendre comment son corps fonctionne. De fou, de fou, clairement. Puis Et comme, je rebondis sur ce que dit Corentin. Il y a aussi une notion d'implication du patient. Je pense que toi, Julien, t'es impliqué et t'as envie de réussir. Et il y a des gens, c'est vrai, des fois, ils arrivent un petit peu en dilettante, où ils sont pas trop investis dans le corps. Donc c'est un challenge aussi pour nous d'essayer de les convertir à la science du corps, au fait que bah voilà, s'ils prennent une douche tous les jours et qu'il y a une hygiène corporelle, faut aussi avoir une hygiène articulaire, j'ai envie de dire quoi. Donc c'est sûr que pour certains pratiquants, c'est plus facile d'avoir des résultats parce qu'ils sont vraiment dans une vraie implication. C'est eux qui viennent nous trouver. Et des fois, bah oui, il y a des gens qui sont un petit peu perdus. Donc faut prendre du temps, faut leur expliquer la bioméca, la base et ce qui explique les douleurs. Donc ouais, je rejoins tout à fait ce que disait Corentin. Mm. est-ce que du coup, en ce sens, avoir une bonne hygiène de vie de manière générale, c'est compliqué et c'est chronophage du coup? Bon, Je... pardon, je sais pas si je dirais que c'est chronophage ni compliqué au final. Je pense que c'est une routine à mettre en place. Euh, L'exemple, c'est quand même marrant parce que l'humain, il fonctionne en cycle, hein. On dort, on se lève, on mange, enfin, on fonctionne comme ça. Et finalement, si on met en place une nouvelle petite chose dans ce cycle-là et qu'on l'intègre, bah, ça devient une habitude. Et une fois que c'est devenu une habitude, c'est pas du tout quelque chose qui est compliqué à faire puisque ça devient normal. Et je pense que c'est plus, ce qui est compliqué, c'est de voir ce qu'il faut mettre en place. Et pour ça, bah, c'est bien d'être entouré pour pouvoir comprendre. Et pour moi, la place du thérapeute, c'est un peu ce que vous dites aussi. Je pense qu'on est d'accord, c'est qu'on est là pour aussi expliquer aux patients justement pourquoi ils ont leurs problèmes, comment ils en sont arrivés là au maximum. Et une fois qu'ils l'ont compris, je trouve que déjà, ça devient Mm, naturel de mettre en place des choses Mm. parce que ça semble logique pour eux. mm, Et après, ça se passe plutôt bien quand même. c'est ça. Ok. Toi, Romain, tu retrouves les mêmes choses que Corentin il a cité au cabinet en termes d'expérience au niveau des blessures communes ou pas? Oui, oui, oui. Cervicale, lombalgie, pas mal d'épaules aussi, pas mal de douleurs d'épaule. Aussi autour du coude, les épicondylites, enfin les douleurs à l'intérieur du coude ou à l'extérieur du coude, je retrouve pas mal. Et après, en salle, c'est marrant, hier, tu vois, j'étais à la presse et Mhm. je voyais un jeune qui se tenait la hanche, il essayait de la faire craquer un petit peu. Donc, si je déplace mon spectre à la salle, je dirais beaucoup les épaules en salle. Les lombaires, je pense que quand t'as mal au lombaire, t'évites de le gueuler t'évites de le gueuler sur tous les toits à la salle et tu rentres chez toi à te plier en deux, je pense. Donc les lombaires, j'en vois pas des masses à la salle, mais je dirais surtout épaules euh, et hanches. Ouais. J'ai des fois des petites douleurs à l'aine. Et CrossFit, je pense, Charlotte, tu dois confirmer aussi. Ouais, Très complètement. demandeur La hanche d'haltéro. psoas, enfin, beaucoup de psoas, ouais, je retrouve pas mal ça chez les crossfitters, beaucoup d'engagement des psoas, en tout cas des Mhm. douleurs dans le pli de laine, ça c'est clair, épaules. Après, ce que je vois beaucoup, c'est du manque de mobilité en fait générale et Ouais, qui implique des ouais, douleurs, quoi. C'est surtout ça qui est... ouais. Je suis assez d'accord, je suis assez d'accord avec toi sur la mobilité. En réalité, je trouve que il y a beaucoup de douleurs qui sont, surtout chez le sportif, qui sont un moment, même chez l'amateur aujourd'hui, qui vient se challenger et se challenger quand même beaucoup.
Et du coup, on pousse même en amateur les limites. Enfin, je lisais un article sur le marathon de Paris. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de participants, par exemple. Enfin, tous les ans, on bat le record. Donc, j'ai quand même l'impression que les gens vont se challenger et se challenger de plus en plus loin. Mais je trouve que c'est toujours un petit peu la finalité, c'est-à-dire qu'on va se challenger sur, effectivement, vous parliez d'arracher tout à l'heure, on va essayer d'arracher la barre la plus lourde, etc. Mais est-ce que le travail préparatoire, il a été fait correctement? Souvent, quand on creuse un peu, c'est souvent là que ça vient pêcher. Et pour te rejoindre sur la hanche et l'épaule, moi je considère toujours, ou du moins c'est comme ça que je l'explique, je leur dis, c'est votre premier segment qui est rattaché à votre corps. Si celui-là il bouge déjà pas bien, c'est normal que c'est le premier qui commence à bugger, quoi. Donc, ça paraît logique aussi que ça soit en réalité ces articulations-là qu'on voit beaucoup. Enfin, du moins, c'est ma vision actuelle en fonction des pratiquants ou moins des sportifs qui viennent me voir au cabinet. Donc, en fait, pour vous, ça serait l'erreur, entre guillemets, le segment le plus courant problématique chez les pratiquants ou monsieur et madame tout le monde. Ouais, mais pas Oui, pour les mêmes raisons, je crois. Qu'est-ce que tu veux oui, c'est dire? sûr. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pas forcément les mêmes raisons. Je pense qu'il y a trois grands axes de blessures. Il y a ceux qui en font trop. Ça, c'est le sportif. C'est, c'est un peu nous aujourd'hui autour de la table. Voilà, tu as envie de te challenger, etc. Il y a ceux qui font pas bien. C'est ceux qui ont la motivation de faire, mais juste, ils ont pas les techniques ou ils sont pas assez accompagnés. Et il y a ceux qui font pas. Et en fait, on sait aujourd'hui que de ne pas faire, c'est même parfois plus délétère que de faire. Donc, pour moi, il y a vraiment ces trois grands groupes. Alors, bien sûr, hein, il faudrait les affiner, mais si on pouvait un peu schématiser, ça serait un petit peu ça. C'est ceux qui font trop, ceux qui font trop fort, trop vite, trop lourd, etc. Ceux qui font pas bien et ceux qui font vraiment trop peu. Et ce que moi, je dis même pas du tout, quoi. C'est marrant, la petite anecdote que tu as donnée là, justement sur le délétère. J'ai un proche récemment qui s'était blessé et qui m'a dit, regarde, maintenant je me suis mis à faire du sport, donc il a passé 40 ans. Mhm. Euh, je me suis blessé, avant je m'étais jamais blessé. Et du coup, Mhm. il a la vision inverse de ce que tu viens d'expliquer, par contre, du coup. Parce qu'il a l'impression Ah que c'est le ouais. sport qui l'a amené là, du coup. Bah, en réalité, ça dépend, je pense, déjà de sa pratique. Et peut-être que lui, il est plutôt dans la case de il fait pas bien, en fait. Tu vois, peut-être qu'il a commencé le sport et peut-être qu'il n'est pas accompagné et peut-être qu'il mérite d'avoir un coach qui le prenne en main et qui peut l'accompagner à ses objectifs. Je crois que la raison numéro un en France enfin, pour laquelle les gens arrêtent le sport, c'est parce qu'ils savent pas quoi faire. C'est quand même vachement triste, quoi. Donc, ouais, je pense que encore une fois, chacun a sa place, mais de commencer effectivement avec un coach, un kiné, un ostéo, un prépa, peu importe, déjà ça va vous faire bouger et ça va vous donner les bases. Après, ça permettra de choisir plus spécifiquement, mais au moins ça permettra de donner des bases et éviter encore une fois d'arriver sur la blessure, qui souvent, une fois qu'on est blessé, bah, on en parlera certainement après, mais le conseil un peu numéro un, c'est bah, fais plus de sport, arrête. Bon, bah, voilà, il y a eu quelques sourires, on en reparlera après, mais je pense que c'est vraiment pas le bon conseil. Et encore une fois, quand on est tout seul, c'est souvent le conseil qu'on s'applique à soi-même. Donc, je le connais pas, mais il y a de Ouais, je fortes pense chances que qu'il soit quand même dans l'une des trois cases. ouais, c'est la psychologie de manière générale, et je pense que l'humain va avoir tendance à dire, ça c'est problématique, donc je le fais pas. C'est sûr, c'est certain. Oui, oui, oui. On est tous pareils, hein. Et il y a une peur aussi. Il y a une peur de Mm. le geste causal qui m'a blessé. Je le connais. Donc pourquoi j'irais remettre le nez dedans? Mm. Ouais. Alors qu'en fait, je pense que il n'y a pas de mauvais mouvement. Il y a juste un corps qui est à l'instant T désadapté par rapport à la contrainte qu'on lui applique. Donc il faudrait, dans le meilleur des cas, pas y aller comme un bœuf, quoi. Du Voilà. coup, Romain, pour toi, tous les mouvements sont applicables à tous les humains? Non. Je sais qu'il y a eu pas mal de débats aussi sur le Jefferson Curl. Je Hmm. pense que c'est un bon mouvement pour renforcer les paravertébraux. Après, bon, j'ai déjà vu des pratiquants assidus monter à 200 kilos sur ce mouvement, c'est très impressionnant. Ah Je oui. pense que le corps est capable d'adaptation incroyable, de sortir de couloirs ergonomiques pour réaliser des choses incroyables, mais il faut vraiment être dédié à ça. C'est pas genre juste tu fais du Jefferson une fois par semaine et t'incrémentes de 10 kilos par semaine. Non, c'est vraiment un long chemin. Tu t'y dédies et tu te renforces. Donc je pense que oui, l'être humain peut balayer tout un spectre de mouvements. Après, il y a des mouvements qui, bien évidemment,
seront plus adaptés à une anatomie. Tu vois, par exemple, toi, Julien, qui a une incroyable souplesse de cheville et de hanche, tu as un squat qui est super à la Tom Platz, tu vois. Donc c'est super Non. pour toi de prendre des cuisses sur ce mouvement, enfin presque à la Tom Platz, presque à la Tom Platz. Mais je Ouais, veux dire, voilà, tu prends quelqu'un d'autre qui serait raide des chevilles, pas de rotation interne de hanche, une flexion de hanche kata, bah son squat va plus ressembler à un good morning et il risque de se blesser au niveau des lombaires. Donc pour cette personne-là, faut plutôt pas hésiter à recruter ses membrnes d'une autre manière. C'est-à-dire que la porte de l'hypertrophie n'est pas fermée à cette personne. Ça veut juste dire qu'il faut trouver un autre moyen de recruter ces groupes musculaires, à condition d'avoir une belle flexion de genou, une belle flexion de hanche dans les limites de sa mobilité. Voilà. donc Moi, c'est. par exemple, excuse-moi, ouais. Vas-y, dis-nous. Dis-nous. Moi, pendant des années, à mes débuts de musculation, j'ai vénéré un petit peu le squat haltéro ATG. Voilà, je ne jurais que par ça. Je me suis rendu compte qu'avec la mobilité de mes hanches, c'était pas le meilleur des couloirs. Tu vois. Donc, aujourd'hui, tu verrais mon setup à la presse en unilatéral, tu rigolerais. Mais au moins, dans ce mouvement-là, j'arrive à avoir une flexion de genou où mes mollets touchent mes ischios, mon genou touche presque mes tétons. Et du coup, j'ai un facteur de croissance et une tension qui est superbe. Et je pense qu'il faut pas être obnubilé par les standards de la force, les standards de l'haltéro. On a tous envie de mettre un singlet et de taper un squat à 300, bien sûr, mais on n'est pas tous capables de le faire en termes d'anatomie articulaire. Euh, et c'est dommage, mais il faut avaler la pilule et se dire qu'est-ce que je fais avec mon anatomie? Est-ce que je peux tirer le meilleur de mon corps avec ce que la vie m'a donné? Voilà, il y a des gens qui sont plus doués et talentueux. Bah, eux, ils ont intérêt à se bouger le cul pour être champion de France parce qu'avec la souplesse qu'ils ont, ils n'ont pas d'autre choix, je suis désolé. Mais ou pas, hein, ça dépend de s'ils ont envie de s'investir dans le sport. Mais si t'es pas béni des dieux, bah écoute, il y a toujours des moyens de progresser. Certes, t'auras pas les plus grosses cuisses, certes, t'auras pas le plus gros squat, mais tu peux à l'instant T te démerder avec ce que la vie t'a donné, et essayer de faire du mieux que tu peux. Voilà. Bon, En fait, s'adapter aux machines, s'adapter au matos, quoi. je te rassure, Romain, tu restes un des physiques les plus solides naturels de France. T'inquiète pas. Merci Ne sois pas Julien. frustré. Mais ok, ok, ça marche. Vous êtes d'accord sur les points de Romain? Ouais, carrément, moi je suis d'accord. Et puis, je trouve que c'est un peu pareil. Moi, je le vois en haltéro et au CrossFit, justement, où finalement, on peut toujours adapter hein, enfin, le mouvement et puis on peut toujours travailler la technique et modifier la technique en fonction de l'athlète. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que on a tendance à vouloir dire qu'il y a un peu une technique de squat, une technique de soulevé de terre, une technique. Et ça, c'est pour tous les sports. Hein. Sauf qu'au final, c'est faux parce qu'on n'a pas tous la même utilisation de nos chaînes musculaires. Donc, en fonction de cette utilisation des chaînes, ben, potentiellement, il faudrait adapter la technique pour qu'elle nous corresponde. Et plus cette technique, elle nous correspondra, avec bien sûr hein, les points clés dont on a besoin pour performer, parce que s'il y a une technique qui existe, c'est que enfin, elle est importante. Il ne faut pas se dire je mets complètement la technique de côté. C'est pas ça. C'est je prends les points qu'on ne peut pas bouger sur cette technique-là et les points que je peux moduler, je vais les adapter à mon physique et du coup à ma masse musculaire, à ma capacité de mobilité, à ma capacité de stabilité aussi, qui est hyper importante. Et du coup, à partir de là, je crée ma propre technique. Et, et là, on devient pertinent. Mais c'est vrai que pour ça, comme on le disait avant, c'est de l'accompagnement. Tout seul, c'est trop compliqué. On ne se connaît pas. Et on ne peut pas se connaître tout seul. C'est dur. C'est dur, ouais. Et Je suis d'accord, bien évidemment, avec ce qui a déjà été dit. Et je crois que, euh, encore une fois, on en revient un petit peu aux fondamentaux, mais la première question, c'est de connaître ses propres objectifs. Qu'est-ce que je veux? Comment je le veux? À combien de pourcents? Moi, j'aime bien utiliser ça, mais je suis capable de m'investir là-dedans. Et c'est sûr que, encore une fois, passer un squat à 300 ou juste
monter les marches de son immeuble, bah, on n'est pas sur les mêmes objectifs. Mais il y a certaines personnes qui vont venir nous voir pour remonter les marches de leur immeuble parce que c'est déjà Mm. compliqué. Et puis il y en a d'autres qui vont venir nous voir en nous disant, bon, j'arrive pas à passer, j'ai un plafond de verre là que j'arrive pas à passer. Et puis bah, là, on va venir s'adapter. Mais on va pouvoir aussi s'adapter parce que la personne se connaît quand même déjà un petit peu. Ou du moins c'est déjà testé, elle sait ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc ça va nous permettre de travailler, je crois, aussi un peu plus facilement. Donc encore une fois, moi je pense que vraiment les objectifs des uns ne sont pas les objectifs des autres. Et de Ouais, vouloir effectivement faire en sorte que tout le monde ait un standard ou un mm. PR à Ouais, 300, ouais, euh, non, c'est sûr. Mais par contre, il y en a qui vont vouloir aller chercher 320. Voilà. Mm, Donc, c'est toujours ça, en fait. Il faut qu'on s'adapte, nous aussi, dans nos métiers, à la personne en face de nous et encore une fois, aux conditions. Et surtout, après aussi, je crois, de bien faire comprendre aussi les contraintes. C'est-à-dire que, voilà, de monter les escaliers, on a la chance pour la plupart, en tout cas, je l'espère, autour de la table et évidemment autour des auditeurs, pouvoir monter et descendre nos escaliers facilement ou aisément. Faut pas oublier qu'il y en a certains qui sont peut-être opérés ou qui ont eu des blessures ou des gènes aujourd'hui, cheville, genou, et qui ont mm. ça comme objectif, quoi. Et c'est un objectif qui est très bien en réalité. Et plaisir de les voir évoluer jusqu'au squat à 300. C'est pas impossible, encore une fois, avec de l'adaptation, avec du travail, avec de l'entraînement et une bonne stratégie en réalité. Ça me rappelle d'ailleurs, la semaine dernière, j'ai vu que l'OMS rentrait dans les nouveaux standards de vieillissement considérés comme sains, de pouvoir se relever sans les mains. Ah oui, j'ai Ouais, vu ça aussi. Et ouais. C'est chaud ça. C'est pas une vidéo TikTok où les filles se relevaient à plat ventre là? Ça retombe beaucoup. Bah, du coup, c'est devenu un challenge. Ouais, c'est chaud ça. C'est devenu un challenge, mais c'est drôle, je trouve. Ah, ça pourra peut-être rentrer dans les testings kiné ou STO un jour, hein. bah, peut-être pas. Vous avez Bah, à la fin du des podcast, testings comme j'essaye, hein. ça de base, d'ailleurs. Ouais, on a des testings très simples. Ouais. Enfin, je pense qu'autour de la table, on utilise tous des testings un peu différents en fonction de nos pratiques. Mais moi, j'ai un des testings que j'utilise le plus, c'est qu'on appelle le Romberg. Le Romberg, c'est simplement appui bipodal, main sur les épaules, et on essaie de garder l'équilibre. Et des fois, on a des surprises, même chez des athlètes. Donc, on se rend bien compte que, bon, bah, parfois, des choses qu'on pense très simples, et ben en fait, c'est pas du tout ancré, c'est pas du tout adapté. Et puis en fait, il va falloir travailler dessus parce que si t'as pas d'équilibre, comment tu vas réussir à tenir en équilibre avec de la charge ou en essayant de mettre une contrainte de vitesse. Donc ouais, ça peut être des exercices simples. Enfin, d'ailleurs, Julien, t'en as testé certains. Je t'ai passé sous une batterie de tests, mais Hmm. voilà, c'est certain que on a tous un petit peu nos outils aussi un peu favoris, je pense. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests aujourd'hui en activité et tous les tests sont pas forcément pertinents, en tout cas pour ma part. Mais je crois que ça dépend beaucoup des pratiques, encore une fois, et de celui qui l'utilise, évidemment aussi. Hmm. Ok, on va parler un petit peu d'échauffement. Si ça vous dérange pas, c'est un sujet qui peut être un peu controversé. On n'a pas forcément le même échauffement, forcément, selon les pratiques, j'imagine. Pour toi, Charlotte, c'est quoi l'échauffement idéal? L'échauffement idéal. Pour pas se Euh, blesser. Pour pas se La c'est quoi, blesser. recette. bah, déjà qu'il y ait un échauffement, peut-être. Parce que des fois, on Ce a serait des déjà une bonne surprises chose. là-dessus. Ça serait Ouais, déjà bien. honnêtement, moi, je Euh, qualifierais pas ça de surprise, hein. Je vois ça souvent, hein. Des gens qui y vont ouais, et non, ouais, c'est c'est parti. souvent. Mais moi, je le vois beaucoup. En fait, au CrossFit, les gens viennent pour 1 heure. Ils viennent là, ils ont on a une petite partie de d'échauffement qui est comprise dans notre cours. Et après, derrière, on a la partie technique, puis le WOD du jour. Mais en vérité, avec le recul que je peux avoir, ça fait pas très longtemps que je faisais du CrossFit parce que tu vois, j'ai fait l'inverse de toi, Corentin. Moi, je courais avant. Et maintenant, du coup, je suis passée au CrossFit. Et, euh, et Ça en fait, fait je me pas rends compte longtemps. que Ça fait au moins 6 ans. euh, 2019, Ouais, ouais. Ouais, le temps passe, hein. Ça va vite, hein. Cinq non, mais ans. c'est pas que j'en fais vraiment, on va dire que j'ai pris conscience de ma pratique, parce qu'avant, j'en faisais pour courir. Ah, C'était du d'accord. renfort pour. En fait, je faisais une séance de CrossFit par semaine pour pouvoir faire du trail en longue distance.
Mhm. Ok. Et parce que j'étais pas très forte en trail et que je voulais renforcer mes cuisses pour pouvoir tenir le coup. Ok. Et, Ça sent le et syndrome de l'essuie-glace, ça. c'est même pas, du coup. Même pas? Ok, Même pas. Non, je me je me suis suis jamais, trompé. je touche du bois. Je me suis jamais blessée en courant. Mais c'est vrai que maintenant, avec le CrossFit, je me rends compte que moi, j'ai besoin d'arriver une demi-heure avant la séance pour faire. J'aime bien faire une petite routine, un petit peu de cardio pendant 5 minutes, mais vraiment vitesse lente. C'est juste histoire de dérouler mes articulations. Ensuite, je me fais un petit peu de mobilité plutôt active. Donc, ça dépend si dans la séance, je vois qu'il y a du squat ou de l'overhead ou enfin du travail d'épaule, de dos. Je vais mobiliser plus ou moins ces zones-là. Et, euh, et après seulement, je commence à prendre mon PVC puis ma barre à vide. Donc, avant d'arriver à déjà ne serait-ce que prendre une barre à vide, bah, il s'est coulé facilement 30 minutes. Mais, mais voilà, je trouve que c'est important d'arriver enfin, en forme et surtout d'arriver chaud sur le cours. C'est pas l'idée de on-off. On a été, enfin, même en tant qu'ostéo, je suis assise une partie de ma journée, je suis debout, mais plus ou moins statique. Et encore, c'est un métier qui est actif. Parce que bon, on manipule des gens toute la journée. Mais ça n'empêche que quand j'arrive au CrossFit, mon corps, il n'est pas prêt à avoir tout de suite 15 kilos en front rack et puis à descendre en squat et c'est parti, quoi. C'est pas vrai. Hmm. C'est quoi, c'est les poignets qui trinquent un petit peu ou tu sens que tu as besoin de libérer quoi là? J'aime bien libérer, ouais, les poignets, hyper important, Je suis les hanches. tellement raide, impossible d'attraper la barre en fond. Je te jure, impossible. Je suis obligé Ah de oui, croiser les mains comme ça, c'est impossible. ça, Et les hanches, je te dis, ouais. ouais, les hanches. Et après, moi, c'est mobilité thoracique. Parce D'accord. que souvent, pour avoir une bonne mobilité d'épaule, on oublie tout ce qui est l'ouverture du thorax. Donc, Mm. j'aime bien passer un temps sur du travail de respiration avec je prends un wall ball, je le mets dans mon dos et je viens faire juste des extensions thoraciques avec des grandes inspirations pour venir ouvrir toute la cage thoracique. Et ensuite, je viens mobiliser mes épaules un petit peu en rotation, un petit peu. Enfin, j'essaye de chercher mes paramètres limitants et d'aller travailler dessus. Et, Ouais, super. et c'est plutôt cool et c'est ce que je conseille à mes patients de faire. Enfin, après, j'essaye de leur conseiller par rapport aussi à leur blocage à eux qui sont récurrents, que je peux voir parce que moi, je sais que mes points de faiblesse personnels, parce que j'ai pu les mettre en pratique, donc je me rends compte de là où je pêche. Et à force de voir mes patients, j'essaye aussi de comprendre leur mécanique à eux. Et je pense que vous faites la même chose et de les conseiller par rapport à bah, justement eux, leur mécanique qui leur est propre, quoi. Qu'est-ce qui leur fait défaut et comment on peut avancer. Et après, j'aime bien faire un peu d'activation musculaire classique avec bah, des variations. Soit j'utilise des petites plates, mais vraiment des petites plates. Avec des plates de 1 kg, on peut se mettre une PLS sur les épaules enfin, c'est hyper bien de s'en rendre compte, de se dire, j'ai pas besoin de mettre une charge lourde pour sentir mon corps devenir actif et surtout même de le mettre en position de faiblesse, quoi. Mm. Ouais, c'est Complètement. clair. Tiens, je rebondis sur pour toi, Romain. Tu serais surpris du gain de mobilité que tu peux avoir à juste du coup étirer tes avant-bras avant de taper des séances de front squat. Euh, Ouais, je le Pendant bosse des fois le soir chez moi en étirement. Mais genre avant, Euh, juste avant de le Juste faire. avant, ouais. Et Ok. j'ai dû le faire pendant le Covid parce que j'avais que ça à faire pour être puissant forcément avec les charges que j'avais. Et du coup, bah, j'ai fait du front squat pendant cette période d'un an et demi dans mon garage. Et vraiment, au début, j'étais incapable, hein. Pareil, Ouais. c'était bras croisés, quoi. Et ça, je me suis forcé à le faire. Je me suis dit, bah, je vais au moins terminer mes dernières séries avec les mains en inversé. Et Ok. j'ai tiré avant. Et franchement, au bout d'un an et demi, j'étais capable de tenir sur toute la longueur. Excellent. Mais tu vois, c'est un travail de longue haleine que tu as fait parce que tu es un Mm. passionné. Malheureusement, je suis pas sûr que les gens, tu leur dises un an et demi, pour certaines personnes qui sont pas motivées, ça va pas être vendeur. Après, pour moi, oui. Si je veux reprendre le front squat avec grand plaisir. Mais ouais, ouais, non, c'est clair. Malheureusement, assouplir des tissus, ça prend du temps. Ça peut prendre du temps en fonction des zones, mais, euh, mais pas toujours. Pas toujours. Des fois, ça peut être assez rapide. Et puis, on peut sentir une libération assez rapidement. Donc, ok, bah, j'essaierai.
Mais du coup, ça me Et fera une longue liste d'exos de. Déjà, que déjà qu'elle est on bien garnie. on va sortir une liste J'aime bien d'épisodes aussi avec 40 exos derrière. un C'est ça. truc, un truc tout simple, je sais pas si vous le faites des fois pour les épaules, mais du rouleau, alors c'est horrible hein, à vivre sur le moment, mais du rouleau sur le grand dorsal. Ouais. Donc vraiment juste sous Ouais. les selles hein, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas la localisation du grand dorsal, de venir rouler dessus vraiment au niveau du système costal et qui remonte jusqu'à l'aisselle et venir faire des va-et-vient dessus. C'est une zone qui est très agréable au rouleau. C'est terrible. Mais par contre, qui libère l'épaule, je trouve que c'est hyper intéressant d'aller la chercher Mm. comme une petite balle de massage au niveau de l'omoplate, où on a des muscles qui sont spécifiques sur ces zones-là. Et ça, avant une séance en overhead ou une séance enfin, avec une barre au-dessus de la tête, du coup, ou de la poussée, ça peut être, je pense, assez intéressant. Ouais. Un petit exo tout simple à mettre en place qui prend pas longtemps. Ok. Moi, ce qui m'a pas mal aidé aux épaules, c'est, alors après, tout dépend de la tolérance des tissus de chacun, mais Mm, c'est position de dips profonde. Tu peux te délester du poids avec tes pieds par terre, pas avoir 80 kilos sur tes tendons, quoi. Et puis tu peux adapter en fait, tu peux faire un déficit en push-up, par exemple. Ça, c'est vraiment mm. top pour venir ouvrir les épaules. Et moi, pour acquérir un peu plus d'extension et de résilience au niveau des tissus, ça m'a bien aidé. Ça et des dislocs avec la Ah, barre. Bon, Mm. par contre, j'écarte bien les mains, hein. J'écarte bien les mains, forcément. Mais oui, en gros, une dislocation, ça fait un peu peur, mais vous prenez un bâton, vous écartez les bras, vous écartez les mains sur ce bâton, bah, de la largeur dont vous avez besoin pour essayer de descendre le bâton bah, jusqu'aux fesses. En partant de devant vous, vous le remontez et vous allez chercher derrière. Ouais, Forcément, quand on essaye, on a les mains très écartées, mais déjà, on sent que ça vient étirer au niveau articulaire et aussi étirer le grand pec, c'est pas mal. c'est les échauffements de handballeur, ça. Ouais, un peu, ouais, ouais, clairement. Presque, ouais. Voilà, le nombre de fois où j'ai dû le faire, ça. Je ne fais plus du tout. Je sais pas si j'arriverai encore à le faire. C'est une bonne question, ça. À vérifier, Corentin. Bon, on Euh, testera. On vous fera une vidéo. je vais me blesser derrière. Corentin, t'en dis Mais quoi, toi, en termes d'échauffement? ben, moi, je suis assez d'accord déjà avec ce qui a été dit. Je pense qu'il y a trop peu de gens qui s'échauffent. Ça, c'est un vrai constat. Je pense qu'il y a des pratiques où c'est carrément catastrophique. Et je prends mon exemple de course à pied, hein. En course à pied, les gens, ils ont une grande spécialité, c'est je mets mes baskets, je descends et je cours. Alors, ce que je leur explique souvent, c'est de descendre les escaliers, voire pire, de prendre l'ascenseur, ça échauffe pas. Ça suffit pas pour s'échauffer. Donc, c'est vrai il y a certaines pratiques qui sont vraiment très, très spécifiques au non-échauffement. Et évidemment, c'est une énorme bêtise. Charlotte, tu le disais très, très bien. Je pense qu'un bon échauffement, c'est plusieurs minutes, de longues minutes. Moi, je reprends l'exemple en équipe de France. Quand les joueurs, on les prend, alors on est en collectif, c'est sûr, il y a un petit peu il y a un petit peu d'entrain parce qu'on est plusieurs, mais les séances, c'est entre 30 et 40 minutes en fonction des séances que les coachs ont décidé derrière. Mais pendant 40 minutes, ils s'échauffent et on démarre par une mobilité de bassin très simple parce que bah, parfois la nuit a été un peu compliquée, parce que le match de la veille a été difficile, etc. Donc, c'est vrai que de prendre ce temps-là, c'est jamais un temps de perdu. Maintenant, j'entends aussi pour un pratiquant surtout amateur, de se dire, bah attends, je vais faire 40 minutes d'échauffement pour aller courir qu'une demi-heure. Bon, le ratio, il est un peu compliqué à entendre. Mais déjà, de faire un petit peu d'activation ou de préactivation, je crois que déjà, c'est déjà un facteur limitant ou de moins de préventif pour limiter la blessure. Donc, oui, c'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose d'obligatoire. Et la prévention, pardon, l'échauffement peut avoir différentes formes. Je rebondis sur ce qui a déjà été dit, mais ça peut être de la mobilité, ça peut être de l'activation, ça peut être déjà de la charge, mais très légère, etc., etc. C'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup d'outils qui nous permettent de nous échauffer et de nous échauffer correctement. Mais il faut l'inclure dans sa séance. Ça, c'est obligatoire. Si on suit les recommandations sportives minimales pour un individu, on doit s'entraîner idéalement au moins 2 à 3 fois par semaine pour bien se mouvoir et avoir un travail suffisant de sa structure. Ceci étant, si on rajoute à cela un échauffement idéal,
quel est le temps du coup qu'on y passerait par semaine? En 4 vrai, heures? 4 heures et demie? ouais, en vrai, c'est une bonne question. Je pense qu'encore une fois, toutes tes séances n'ont pas la même intensité et donc tous tes échauffements n'ont pas la même intensité non plus. Si tu vas faire un travail, par exemple, de force, vraiment, où tu sais que dans cette séance-là, encore une fois, tu sais que tu vas te faire mal, je pense qu'il est d'autant plus important de bien s'échauffer. Si par contre tu vas être sur un travail de maintien ou de léger gain d'amplitude, bon, peut-être que ton échauffement, il sera peut-être un peu plus léger, un peu plus tranquille. Donc pour moi, ça dépend. Enfin, cette question, elle est complexe dans le sens où, encore une fois, je pense qu'il faut se réussir à s'adapter. Et pour s'adapter, il faut se connaître et il faut connaître quel type de séance tu vas faire. Donc c'est sûr qu'avec les années, avec la pratique, tu vas pouvoir savoir un peu en avance, bon, là, j'ai une grosse séance. Mon temps d'échauffement, je le prévois parce que ma séance est compliquée. À l'inverse, ça va être une séance, je vais exagérer, ça existe peu en muscu, mais en course à pied, il y a des séances de récup. Par exemple, bon, bah, ok, l'échauffement, on n'est pas obligé d'aller, de partir rouge tomate, transpirant comme un fou, parce que derrière, en fait, le système, on va essayer justement de faire tout l'inverse, c'est-à-dire de le calmer. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment, ça dépend des séances qui vont venir derrière et enfin, et le cœur de séance, en fait, que tu as derrière. Mais pour ça, encore une fois, le meilleur conseil, c'est de soit très bien se connaître, soit d'être formé, soit de déléguer, en fait. La meilleure chose, je pense que c'est ça, c'est de pouvoir déléguer. Si je suis du coup ton conseil, et peut-être que les autres vont rejoindre cette idée-là, plus l'intensité de l'effort prévu est important, plus tu suivrais du coup un aménagement d'un échauffement plus conséquent. Oui, ouais, je pense que si on pouvait résumer de façon un peu simple, mais ouais, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que si derrière tu sais que tu vas avoir une séance qui va vraiment être intense, il faut que d'échauffement, presque, tu sois déjà au bout, quoi. Enfin, tu sois déjà presque rentré dans une forme d'intensité. Donc, ouais, ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis là. D'accord. Donc, admettons, pour quelqu'un enfin, pour beaucoup de personnes qui vont écouter ce Mm, podcast, qui s'entraînent dans des sports de force à différents mm, niveaux, ils vont très souvent aller s'entraîner avec une certaine intensité. Il y mhm, a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont écouter ce podcast qui s'entraînent avec une bonne intensité parce que bah, ils ont un temps qui est limité dans la semaine et donc du coup ils vont aller mm. directement à l'essentiel. Par conséquent, tu recommanderais de suivre un échauffement plus lourd dans ces situations-là. Si c'est possible et si le temps le permet, ouais, je préconiserais effectivement de pousser peut-être un petit peu. Après, forcément, je suis un peu l'avocat du diable dans le sens où si moi je leur conseille ça, c'est qu'ils viennent me voir en étant blessés. Donc je vais forcément essayer déjà de trouver une raison à ces blessures-là. Et ça pourrait être l'échauffement. Maintenant, il y en a peut-être pour qui l'échauffement, voilà, ils vont s'échauffer un peu moins et pourtant ils vont pas se blesser, ou du moins ils vont pas se blesser sur ça. Ça veut dire que leur échauffement, il est adapté pour eux, à leur pratique et à leur intensité de séance. Donc c'est OK aussi en réalité. Mais j'ai quand même un grand nombre, moi, aujourd'hui, de sportifs qui viennent me voir où l'échauffement, il n'existe pas du tout en réalité. Donc souvent, les personnes qui font un échauffement, c'est des personnes qui sont déjà conscientes de ça et ils vont réussir à se prévenir des blessures, en tout cas liées souvent aux premières minutes, hein, en fait, hein, directement de pratique, que ça soit dans le CrossFit, en muscu ou d'autres sports. Euh, et qui est lié à effectivement un manque d'échauffement. Maintenant, encore une fois, pour les gens qui n'ont pas du tout ces routines d'échauffement, oui, c'est important de leur en parler et de leur expliquer à quoi ça va servir. Je pense que c'est important de le souligner parce que je trouve, en tout cas de ce que j'observe, que la plupart des gens ne savent pas forcément s'échauffer. Et au final, comme on l'a pu le dire depuis le début de cet épisode, il est spécifique cet échauffement, puisqu'il va dépendre du coup forcément de la personne. Et Ouais. du coup, l'échauffement idéal, si on arrive à une clôture, on est tous d'accord du coup pour dire que l'échauffement idéal, il demande une intervention extérieure. Je pense que, juste pour apporter une petite précision, et moi aussi mon expérience sur le sujet de l'échauffement, je pense que déjà on est d'accord, il faut bannir l'idée selon laquelle on arrive, on veut faire du développé couché. Je prends un exemple simple, tu charges pas ta RM direct comme un abruti. Voilà, déjà il y a une notion d'échauffement dans la charge. Mhm. C'est-à-dire que tu dois habituer tes tissus progressivement au fur et à mesure de trois quatre séries pour préparer tes tissus pour ton top 7 du jour. Déjà, c'est la première chose.
Et puis, je pense que l'échauffement va dépendre aussi des prérequis articulaires de chacun. Quelqu'un qui n'a pas de problème avec les épaules, bah écoutez, simplement une montée en gamme à 20 barres à vide, 40, 60, 80, 90, 100 kilos, bon, j'incrémente peut-être mal, peut-être qu'il y a une manière plus optimisée d'arriver à son top 7 sans trop se cramer. Bah, cette personne-là, cet échauffement-là, de monter en gamme et d'habituer ses tissus suffira. Par contre, quelqu'un qui a une mobilité de hanche, bah, voilà, comme moi, qui est compliquée, je sais que si je veux pas me faire une lombalgie lors de mes soulevés de terre, bah, je dois passer du temps pour ouvrir mes hanches. Et notamment, je fais des exercices de travail de rotation interne, de posture passive en rotation interne. Je sais pas si vous avez déjà vu des gamins s'asseoir par terre, ils ont une mobilité de hanche incroyable, ils s'assoient en W, vous savez, avec les fesses par terre et les jambes de chaque côté. Bon, mon objectif, ça serait d'essayer d'atteindre cette position. J'en suis pas loin. Je n'ai Et en fait, jamais c'est un réussi à le faire. gain. T'en as Jamais. pas besoin, t'as une bonne Même quand mobilité j'étais de hanche. gamin, je savais pas le faire. Et en gros, cet exo me permet de gagner en rotation interne, qui va me permettre de gagner quelques degrés en flexion de hanche. Mais si je le fais pas en préambule de mon soulevé de terre, ben, je vais me faire une lombalgie en fait, même si je commence à 60, 80, etc. Donc je pense que ça dépend en fait du prérequis articulaire de chacun. Donc pour rejoindre ce que tu dis, Julien, ça veut dire en fait connaître son corps et c'est dur en fait. Enfin, je veux dire, surtout quand on n'est pas kiné, quand on n'est pas coach ou ostéo, euh, on ne sait pas qu'on a une mobilité de hanche dans telle direction, que le soulevé de terre, ça va demander telle mobilité. Donc oui, des fois, il faut malheureusement un petit peu se blesser pour comprendre qu'on a besoin de quelqu'un. Mais ouais, c'est sûr que voilà, je résumerai un petit peu le truc de mon côté. Ça dépend des prérequis de chacun et que je pense qu'on est d'accord que déjà la montée en gamme et en poids, c'est quand même la base. Voilà, Vraiment. pour respecter ses tendons et pas y aller comme un bœuf, quoi. Faut chuter Et pour un dernier apprendre. exemple, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, faut apprendre de ses erreurs. Un dernier exemple, même pour moi qui suis souple des épaules, la position de dips, parce que je fais encore des dips aujourd'hui, je descends très bas, mais j'ai encore besoin de m'échauffer une ou deux séries que je fais en statique. Je descends, je reste en statique 30 secondes, et la série suivante, je descends un peu plus bas. Et là seulement, je commence mes reps en dynamique. Et alors, je suis peut-être frileux, hein, peut-être que si je faisais mes dips directement, ça passerait bien, mais j'ai pas envie de m'arracher un pec. Donc voilà, je m'échauffe. Le dip, c'est un mouvement Mais il faut- capricieux aussi. oui, oui, c'est vrai, bien sûr. Pour beaucoup de gens. Ouais, c'est sûr. Non, Ouais. clairement. C'est exigeant. J'ai pas choisi le plus simple. Tu sais quoi, honnêtement, c'est tellement capricieux. Je n'ai jamais eu de problème à faire des dips, mais je n'en fais pas par peur de tout ce que je peux observer dans le métier. La mise en contrainte progressive. Je pense que si tu habitues tes épaules progressivement chaque semaine, même pas forcément au début sur des répétitions en dynamique, mais juste du travail en statique, pourquoi pas. Oui, Après, moi, je l'ai fait dans un but de me passer de douleur euh, au niveau des coudes, au niveau de l'olécrane, et ça va beaucoup mieux. Par contre, si tu veux un gain musculaire d'hypertrophie au niveau des pecs, je sais pas si je me trompe peut-être en disant qu'on cible plus le faisceau 1, fait qu'il y a peut-être d'autres exos un peu plus appropriés, comme en développer incliné, peut-être. Je sais je- pas. Il est bien en termes de recrutement, hein, ça reste du polyarticulaire, mais peut-être que le risque-reward est pas ouf, bah, quoi. c'est ça, ouais. Il y a un niveau de risque qui est plus élevé, et puis bah, si on se connaît pas, au final, problème. Et Mm. aujourd'hui, les salles sont plutôt bien équipées, et il y a plus rentable. Ouais, de ouf, bien sûr. Donc voilà, c'est plus, je pense, cette question-là qui revient. Mais n'oubliez pas, comme toujours, si cet épisode vous plaît, si les épisodes vous plaisent, je vous laisse liker, suivre les épisodes directement sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Ça nous aidera grandement. Hey! Tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Mystic Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça,
sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.